Marcher près de soi ou au bout du monde, parcourir les rues de nos villes ou s'échapper dans des espaces aux horizons plus dégagés, avancer pas après pas, poussé par un irrépressible besoin d'arpenter la terre et ses paysages, car chemin faisant, l'esprit vagabonde et le corps retrouve sa place sur terre. Là seraient les vertus et les bienfaits de la marche. Alors pourquoi ne pas mettre nos pas dans ceux de nos deux invités, deux écrivains randonneurs, avec nous Noël Bréham, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Vous êtes ancienne animatrice de télévision et d'ailleurs de radio dans cette maison ronde, et beaucoup reconnaîtront la voix de la célèbre émission Les Petits Bateaux sur France Inter. Et vous êtes aussi auteur du livre Tête en l'air et pieds sur terre, paru aux éditions de la Salamandre. Et avec vous, Olivier Blaise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, marcheur, scénariste multimédia, auteur notamment du manifeste de la marche paru chez Elitis. On peut mentionner aussi la leçon du brin d'herbe édité à la Salamandre et l'art de la marche paru chez Albin Michel, enfin parmi la presque quarantaine de livres que vous avez commis. Et nous aurons l'occasion de plonger dans votre justement aventure de cette marche. Et puis dans l'œil du Monde Planète, le journaliste correspondant du quotidien Le Monde en Europe centrale, Jean-Baptiste Chastan, nous parlera des ours pris pour cible en Slovaquie dans une véritable guerre des ours, un sujet politiquement brûlant. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, en direct, préparé par Anaïs Morales, avec Sandrine Chaperon, Vanessa Chang et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique ce soir Olivier Arnay. Tout d'abord, la marche n'est pas vraiment une activité sportive comme les autres, c'est une manière d'être. On marche comme on fait de la prose, sans vouloir. En réalité, on marche chez soi, dans sa cuisine, on va faire les courses, on marche dans son bureau. Par ailleurs, une marche un tout petit peu plus engagée, les randonnées, les longues promenades, je le fais depuis que je suis tout petit garçon. Si bien que quand parfois on me demande quelle est ma relation à cette activité qu'est la marche, je réponds que pour moi, ça n'est pas une activité, mais plutôt une manière d'être. Je suis un homme qui marche. Et j'étais un petit garçon qui marche, et un garçon qui marche, un jeune homme qui marche. Et j'ai continué de l'être. C'est certainement l'activité qui m'est le plus indispensable pour déployer la pensée. C'était la voix du médecin généticien Axel Kahn, à qui nous avions consacré une émission le 1er janvier 2017. Grand marcheur, amoureux de la nature, marcher pour déployer sa pensée. Est-ce que c'est également votre cas, Noël Bréham? Je sais pas, je suis désolée, je suis vraiment pas la bonne cliente. C'est pas le but en tout cas. Mm. Alors maintenant, c'est la phrase de Giono, vous avez employé le verbe penser Aurélie. Giono disait: «Quand tu n'arrives pas à penser, marche, quand tu penses trop, marche, quand tu penses mal, marche». Donc vous avez certainement raison, la pensée et la marche sont bien reliées. Mais je suis pas sûre que ce soit la raison pour laquelle on enfile ses chaussures de marche, de se dire de je penserais mieux, moins bien, plus ou moins. Vous, c'est pour quoi? Pour vous Encore une échapper de fois, quelque je chose? sais pas, c'est parce que c'est comme si vous me demandiez pourquoi je respirais. Bah, parce que je marche comme ça, c'est que sans jeu de mots, hein, en fait. Et j il y a pas de je me suis pas dit: «Je vais marcher pour». Je vais juste marcher, point. Et je vois pas comment je pourrais vivre sans, en fait, juste. Alors je suis sûre même que je pourrais pas vivre sans. Donc marcher pour vivre tout simplement, même pas pour penser. Olivier Blaise, au tout début de votre livre, il y a cette citation de Goethe: «C'est pour savoir où je vais que je marche». Vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a poussé, il y a quelques années? Alors moi j'ai pas la chance, d'avoir découvert la marche, enfin si, j'ai appris à marcher, autour de l'âge d'un an comme tout le monde, mais je veux dire ça n'a pas d'emblée occupé une place très importante dans ma vie. C'est même relativement sur le tard, c'est-à-dire à 40 ans que je me suis dit: «Mais c'est formidable de marcher, je devrais y consacrer beaucoup plus de temps». Et d'emblée, ce sont des projets, de marche au long cours qui m'ont occupé, et en l'occurrence, à cet âge-là, 40 ans, j'ai entrepris un tour du monde à pied par étapes. Par étapes, c'est-à-dire que chaque année, je marchais
1 mois et je reprenais l'année suivante à l'endroit où mes pas avaient été suspendus l'année précédente, de façon, vraiment rigoureuse. C'est-à-dire si je m'étais arrêté devant telle cabine téléphonique ou si, tel, panneau d'entrée de ville et bien je revenais à cet endroit-là et j'étais très scrupuleux sur cette question. Vous Donc laissiez je une suis marque? parti des env Il laissait parfois son bâton, Olivier Blaise. Un bâton sur l'Aubrac? oui, c'est vrai parce que l en fait, alors j'ai honte de le dire dans cette émission, mais au début, je rejoignais mes points de départ avec le train puisque je suis parti de France et j'habite Mmh. la France, donc c'était du côté d'Albi, il y avait pas de problème. Chaque année, je m'éloignais pas beaucoup et puis petit à petit, le train, c'est devenu compliqué, donc j'ai fait un peu de voiture et puis, à la fin, lorsque j'étais en Ukraine et en Russie, bah, j'ai pris l'avion. Ce qui est pas bien du tout, paraît-il. Non, Donc, mais c'est pratique. Mais vous malgré, êtes honnête, c'est bien. je vous le dis. Je vous le dis et vraiment c'était je me faisais un point d'honneur de repartir exactement au même endroit et au fil des années, donc nous sommes partis du sud-ouest de la France. Nous avons traversé successivement une partie de la Suisse. La Suisse était trop chère et en particulier, je ne pouvais pas consommer ma ration de cafés matinaux, donc j'ai bifurqué vers l'Italie où je retrouvais des prix plus raisonnables. C'était l'unique raison, je l'avoue. Ensuite Slovénie, ensuite Croatie, la Hongrie. L'Ukraine, que nous avons traversée en intégralité et puis, la Russie où nous avons pu seulement entrer d'une certaine façon, Mmh. parcourir environ 700 kilomètres puisque notre, tour du monde à pied, je dis «notre» puisque c'est un projet, collectif, a été suspendu à Moscou le 5 juillet 2019. 2019, voilà, Mmh. 2020, c'était la crise sanitaire et puis les dramatiques, événements qui ont suivi ne nous ont pas permis de reprendre ce tour du monde que je considère donc, comme suspendu. Est-ce qu'on peut dire, Olivier Blaise, que, votre père, qui était chasseur alpin, alors vous êtes né à Lyon, a initié aussi, très tôt, ces des balades, sur des sentiers d'altitude? Oui, mais mes 2 parents avaient le goût de la montagne et en fait, je pense qu'ils m'ont plus transmis l'amour de la montagne que celui de la marche. Comme le disait très bien Axel Kahn tout à l'heure, c'est une manière d'être et en fait, c'est notre manière d'être commune, j'allais dire ontologique, foncière, quelque chose qui nous habite depuis toujours et ce qui est anormal, c'est de ne pas marcher. J'ai redécouvert en marchant très régulièrement et en déployant ma marche dans des projets au long cours que prendre la voiture, le train, l'avion a fortiori et même, j'ai honte de le dire devant Noël, monter sur un cheval, tout ça n'était pas complètement naturel. La seule chose qui soit vraiment naturelle à mes yeux, c'est la marche. La marche et tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire le rythme de déroulement des paysages. Quand vous marchez, vous comprenez, comment la nature, évolue, comment la végétation petit à petit, si on se déplace vers l'est, eh bien, voilà, il y a plus de conifères, les bouleaux sont plus nombreux, et cetera et d'autant plus évidemment si on marche en feuilletant les latitudes. Donc toutes ces choses-là sont données par la marche et lorsqu'on a vécu ces progressions lentes que permet la marche, tous les autres moyens de transport, ils peuvent être efficaces, merveilleux, portés à d'autres formes de poésie, mais ils vous paraissent souvent brutaux. Ça va Mmh. trop vite. C'est Monter vrai. dans un avion en France et débarquer dans un climat équatorial en Ouganda, comme je l'ai fait, bah, c'est trop brusque, quoi. Le corps ne Mmh. comprend pas, sans même parler du décalage horaire. D'où le besoin de ralentir. On va en parler dans l'émission, Noël Bréham. On parlait des parents, d'un héritage aussi familial, de l'enfance. Vous nous parlez beaucoup dans votre livre de la Sologne et puis ensuite de Belle-Île-en-Mer. Il y a quand même ce rôle aussi des parents qui vous emmènent quelque part et puis, ben, là, il y a un déclic. Alors vos parents, en plus, vous laissez complètement libre, hein. Alors oui, alors je voudrais juste avant de parler de moi, réagir sur ce que disait, Olivier Blaise? Olivier Blaise et je trouve ça très intéressant cette façon de se déplacer avec la marche où on aborde le monde et les autres moyens de transport qui ont évidemment tous leurs avantages. Mais c'est un petit peu comme si on se nourrit avec une perfusion. Effectivement on est nourri, hein, on va vivre, sous perf, si on est nourri. Ou si on prend des aliments avec une couleur, une saveur, et une texture. La marche, ce sont des vrais aliments avec une couleur, une saveur, une texture. Ce qui n'empêche pas qu'on peut se déplacer autrement, efficacement, rapidement, comme on peut se nourrir autrement, efficacement.
Et je trouve ça très bien qu'ils disent ça. Alors quant aux parents qui ont initié, ben oui, on est forcément les enfants de ses parents. C'est évident que dans des familles où il y a des livres, on lit, et dans des familles où on marche, on marche. Mais là, la Sologne et Belle-Île-en-Mer, surtout. Et la Sologne, ben, on marchait d'abord parce que c'est joli, ça a le mérite d'être à peu près plat en plus, contrairement à Olivier qui marchait en montagne, c'est plus aisé. Et puis Belle-Île, c'est beau, et puis Belle-Île, il n'y a pas le métro, hein. Mais vous parlez en évoquant ces souvenirs-là, Noël Bréham aussi, d'une relation terre-mer, un peu à la manière de la Pachamama, la terre et les paysages, présents et physiquement et psychiquement aussi. Complètement. C'est vraiment, tout est. Alors là, vous parliez de la pensée, mais la tête, le cœur et les pieds sont tricotés, ce que beaucoup d'humains de cette planète savent. Et nous, les Occidentaux des villes, nous sommes la sorte d'humain qui est le moins au courant de cette évidence pour tant d'autres que la tête, les pieds, le cœur et d'autres choses encore sont évidemment, mais intimement, marchent ensemble, d'un même pas et à l'unisson. Et quand il y en a un qui boite, et ben les autres compensent, mais ça apporte un déséquilibre. Oui, ça va ensemble. Olivier Blaise, Noël Bréham parle de la tête et des pieds. Les pieds, vous vous êtes initié à la marche pieds nus et vous en parlez aussi. Vous exprimez ce que ça a changé dans votre relation justement et à la marche et à ces univers et à la terre et à ce que vous arpentiez. Oui, alors j'ai souri à un passage du livre de Noël où elle évoque la marche pieds nus en disant que, Non, mais je sais plus si jamais. les termes exacts, mais ça lui faisait peur ou ça lui faisait horreur. Enfin, il y avait quelque chose. C'est pas évident la marche pieds nus parce qu'on a grandi très vite à mes petites filles et je leur passe des chaussons et lorsqu'elles marchent pieds nus sur du carrelage, je leur dis ah, tu vas attraper froid. Enfin, on a des tas d'idées qui rôdent comme ça, comme Les le épines. contact direct avec une matière quelle qu'elle soit. Oui, mais écoutez, les pieds s'y font. Le corps se fait à beaucoup de choses, je pense, et Ouais. dans les circonstances dans lesquelles on le place, les conditions qu'il rencontre, les premiers jours, c'est difficile, comme, est difficile le port du sac à dos, quand même difficile de dormir, sous une tente avec un tapis de sol qui, de toute façon, est trop fin. Mais au bout de quelques jours, le corps en prend son parti, j'ai envie de dire, et il se dit: «Bon, d'accord, très bien. Alors il faut marcher pieds nus, eh bien je vais, la corne, qui est sous les pieds, je vais très vite l'épaissir, des cales vont apparaître et bientôt on sentira plus les épines ou on apprendra à mieux les éviter» et de la même façon, le rocher, moi j'avais peur de plusieurs choses lorsque j'ai commencé à marcher pieds nus. C'est pas une expérience que j'ai vraiment approfondie, mais j'ai eu ouais, différents moments de marche pieds nus. J'avais peur du froid, par exemple. Je me suis dit: «Marcher dans la neige, ça doit être terrible. Je vais Ah, franchir quelle horreur. l'école à 2008 à l'automne. Je vais avoir de la neige qui va, déjà mouiller mon bas de pantalon ou jusqu'à la moitié des mollets. Comment mon corps va réagir?» Enfin, j'avais même en tête des récits de Maurice Herzog sur les pentes de l'Annapurna, tout le monde est revenu amputé. Enfin, vous savez, l'imagination s'emballe très vite, hein. Elle n'est pas forcément l'ami justement du corps qui, lui, est beaucoup plus patient C'est comme quand et vous parlez de nageur. l'ours. À l'ours, c'est une autre chose. Là, il faudrait On, une on- émission entière sur l'ours. On en Voilà. parlera, Olivier Blaise, mais avant d'entrer dans tout ce que vous nous livrez, et l'un et l'autre, hein, peut-être peut-on s'attacher, aller un instant à aussi vos sacs à dos. Olivier Blaise, est-ce que vous glissez des livres? Parce que vous parlez justement de ceux qui vous ont nourri. Vous parlez de Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, ce sont des livres sur la marche hein, que vous mentionnez. Werner Herzog sur le chemin des glaces, René Daumal, Le Mont Analogue, Jacques Réda, David Le Breton aussi, Éloge de la marche. Voilà. Vous emmeniez un livre? Alors, je n'apporte pas de livre sur la marche parce que je trouve que ça serait un peu redondant. Et puis, j'aurais tendance à établir un parallèle permanent. Et ce que l'auteur décrit, c'est ce que je vis. Et ça ferait un peu chambre d'écho, vous voyez. Je ne pense pas que ça aurait beaucoup d'intérêt. Donc, j'apporte des livres qui n'ont rien à voir, mais qui répondent plutôt à des critères, j'allais dire, utilitaires. Il faut que ça soit gros, que ça ne soit pas trop lourd, donc plutôt imprimé sur papier Bible, et que ça puisse surtout me tenir X soirées, mettons 30 ou 60, sous la tente pendant 1 heure et demie de lecture. Donc finalement, il n'y a pas tant de livres et bien sûr que ça me transporte. Donc j'ai des souvenirs de lecture. C'est l'un des moments les plus délicieux des préparatifs. C'est quand je balaye ma bibliothèque de livres de poche qui vont dans tous les sens. Et tiens, je tombe sur celui-là, Le Maître et Marguerite. Il m'a l'air assez épais. Enfin, tous les critères que je vous ai énoncés. Et ça sera celui qui m'accompagne
m'accompagnera pour la prochaine étape du Tour du monde à pied. Donc j'ai fait ça pendant des années et j'ai l'honneur de dire que je crois ne m'être jamais trompé. J'ai toujours adoré les livres que j'ai emportés. Je suis jamais mal tombé. J'ai pas eu besoin de m'en débarrasser ou de les échanger en cours de chemin. Noël Bréham, vous citiez Jean Giono. Quand tu penses trop, marche. Quand tu ne penses pas assez, marche. Quand tu penses mal, marche. Eh bien, il parlait aussi des cartes et de celles dont il rêvait. Écoutez-le. J'avais envie un jour d'écrire à des gens qui dirigent l'automobile pour leur suggérer l'idée de faire des cartes de petite vitesse. C'est-à-dire de signaler des routes dans lesquelles on ne pourra pas faire de très grande vitesse, mais où on verra des choses très curieuses. Et sur ces cartes, je mettrai par exemple, à tel endroit, arrêtez-vous, il y a un petit sentier à votre gauche, vous prendrez ce petit sentier, et vous marcherez à pied pendant 200 mètres, vous trouverez une très belle source. Ou bien vous arriverez dans un endroit où vous entendrez chanter le rossignol. Ou bien vous verrez, si c'est en juillet, vous verrez un bel arbre fleuri. Vous verrez un bel amandier plein d'amandes. Et tout ça, et vous pourrez en manger tant que vous voudrez. Ou bien vous prendrez telle route et vous aurez, à telle saison, pendant tout votre parcours, vous parcourrez des champs de lavande, et vous irez de champ de lavande en champ de lavande. Les cartes de petite vitesse. Alors, C'est génial. c'était un extrait d'une émission diffusée on disait la RTF à l'époque, la radio-télévision française. C'était l'émission Entretien avec du 1er décembre 1961. Et donc, il parlait de ce besoin de ralentir. Aujourd'hui, on en parle aussi de ce choix de la lenteur. Ah non, mais c'est extraordinaire. Vous avez de la chance à Radio France quand même, hein, parce que ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ça. Et oui, et c'est drôle qu'en 1961, il parle déjà de ralentir. Ça veut dire qu'on allait déjà trop vite. Et c'est ce que disait Olivier Blaise tout à l'heure, c'est que la marche, c'est quand même un moyen de locomotion qui n'est pas trop rapide. Et c'est merveilleux ce que dit Giono. C'est un guide, en fait, dont il parle, avec ici, vous voyez ça, et là, vous voyez encore autre chose, et là, vous pouvez profiter de ça. Et c'est vrai que le merveilleux de la marche, c'est incroyable, parce qu'on met tellement d'énergie à aller vite, et là, maintenant, on fait l'éloge de la lenteur. Et les cartes, il parle de ces cartes. Est-ce que vous êtes promenade augmentée, Noël Bréham? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sur votre téléphone, en fait. Ah, jamais de la vie, je ne sais pas m'en servir. Ah, le téléphone me perd complètement. Olivier Blaise, ce n'est pas votre cas, hein, je crois. En tout cas, les cartes, c'est un vrai souci de marcheur. Oui, alors, effectivement, bon, moi j'ai travaillé dans le jeu vidéo au début de ma carrière et donc j'ai un rapport, relativement harmonieux aux machines. Hem et j'ai tout le temps des cartes numériques avec moi et j'adore enregistrer mes parcours et puis les regarder après sur un écran, toutes ces choses Oh là là. qui sont pas toujours recommandées. Je connais les vertus de la flânerie, de la déambulation et je les pratique beaucoup à Pibrac ici, là, dans la campagne toulousaine parce que je connais maintenant le terrain par cœur, on va dire. Je suis au centre d'un disque très familier de 15 kilomètres de rayon. Mais quand je suis en terrain inconnu, ben oui, je regarde mon écran et j'avoue, mais en revanche, ça n'empêche pas d'avoir, ce qui est mon cas, le culte des cartes imprimées et dont ont beaucoup parlé les auteurs avec des mots qu'il est difficile d'égaler aujourd'hui. Ils avaient tout compris avant nous, à mon avis, des gens comme Pierre Loti, par exemple, lorsqu'il parle de sa fascination pour les cartes et pour les noms figurant sur les cartes. Il explique qu'il y a certains noms qui, par leur sonorité, portaient déjà le voyage, appelaient déjà le départ et quelque part lui suffisait, quoi. Pondichéry, voilà, par le seul énoncé de ce mot, il se retrouvait en pensée et en imagination à l'autre bout du monde et c'est ce qui lui a donné l'énergie du vrai départ physique. Et alors, Donc, j'adore les cartes imprimées, j'adore les noms que portent les cartes, mais il m'arrive aussi d'allumer mon GPS. Mais heureusement, c'est formidable. Moi, vous déplorez, Noël Je- Bréham, de ne pas savoir vous en servir. je le déplore complètement. Je trouve que c'est un outil merveilleux et je suis bien contente que d'autres arrivent à s'en servir. Sinon, je ne serais pas ici en ce moment, je serais perdue encore au milieu de nulle part. Et tous les deux, on peut dire que ce qui vous rapproche aussi, c'est votre rapport à la ville, à la mobilité, pour mieux vous en extraire. On le perçoit, hein, dans vos témoignages, Noël Bréham. Cette ville-là, elle a été pesante? La ville? Oui. Moi, j'adore la ville, en fait. C'est pas parce que j'aime la nature que Mm. j'aime pas la ville. J'adore la ville
En revanche, je ne pourrais pas, et je suis très très admirative et je suis heureuse que d'autres, comme Olivier y aillent, j'ai énormément de mal avec cette zone qui est entre la ville et la campagne. Ça me plonge dans Les zones commerciales, Ouais, industrielles et les structures à l'identique de ces ouais, grandes villes comme ça, ouais. les abords, c'est ça? D'abord, je me perds. En plus, c'est laid. Et puis, je suis en véritable angoisse. C'est-à-dire que ça me déprime profondément. Et je trouve ça très intéressant. Il est le seul, à ma connaissance, Olivier Blaise, à avoir arpenté cette zone entre ville et campagne, qui a la pire qui soit au monde et de ceux partout et dans tous les pays, la plus triste, la plus inhumaine, la plus rude. Enfin, mais j'aime la vraie ville. Le centre-ville, avec des vrais gens. Des- Et des petits jardins parfois que vous découvrez, Oui. comme le jardin de Catherine Labouré, qui Ah se niche oui. au 29 rue de Babylone à Paris. Ce sont des endroits de privilégiés, hein. Les centres-villes maintenant, dans Paris, il y a plus de mixité sociale dans Paris intramuros, hein, ou en tout cas très peu, hein. Il faut vraiment le dire. Mais ce jardin de Catherine Labouré, il est très joli. Il est dans un endroit extrêmement privilégié. Il est derrière le bon marché. Et il est joli. Et puis il a encore une visée pédagogique. Il y a encore un potager. Et puis les clos de mur. C'était des religieuses, hein, qui habitaient là autrefois, juste au-dessus. Donc même le bâtiment est joli. Puis c'est un abri. Vraiment une oasis de calme dans ce Paris, même dans ce quartier de Paris qui est agréable. C'est quand même très, très grouillant, très sonore, très pollué. Olivier Blaise, la vie dans la capitale a été une punition, hein, pour vous, parce que vous en parlez dans vos livres, hein, vous expliquez que 10 ans à Paris vous a fait l'effet d'une vie en autoclave, et en même temps, vous avez justement trouvé ce moyen peut-être de respirer, de partir en quête de liberté et d'initier des tours de ville en 2012, en tout cas à partir de 2012. Qu'est-ce que marcher en ville vous a enseigné? Alors, marcher dans Paris, je dois préciser que c'est pas 10 ans de Paris qui m'ont chagriné, c'est 10 ans de métro. J'ai Ah, vraiment eu beaucoup de mal avec les ouais. transports en commun et ça, je suis toujours pas guéri, quoi. Mais en revanche, aujourd'hui, comme beaucoup de gens, je remonte à Paris, vous voyez, je remonte régulièrement et là, je me régale à marcher dans Paris. Mais simplement, je fais en sorte que mes rendez-vous, je les espace de 2 heures, 2 heures et demie, pour pouvoir les relier entre eux exclusivement à pied. Et à cette condition-là, et en choisissant bien ces itinéraires, donc en favorisant des quartiers historiques, des jardins, même si Paris n'est pas une ville très verte, on le sait, j'arrive à vraiment me plaire dans les marches parisiennes. Et effectivement, en 2012, lorsque j'ai quitté Paris, bon, malgré tout, j'ai déménagé à Bordeaux dans une autre ville et j'ai initié aussitôt des tours de ville à pied. Alors le principe qui ressemblait un peu à ce qu'aurait pu inventer Georges Perec, enfin bref, une marche basée sur des règles comme ça et des écrits basés sur des règles, c'était de suivre les limites administratives d'une commune donnée jusqu'à boucler le tour. Donc j'ai fait ça pour, pas mal de grandes villes françaises, aussi un petit peu à l'étranger et chaque fois que j'étais invité, comme beaucoup d'auteurs, sur un salon du livre, où que ce soit, j'essayais de prendre 3 heures, 4 heures, une journée pour en faire le tour à pied. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la façon dont les communes étaient dessinées. Par exemple, j'ai découvert que les villages de montagne, très souvent, leurs limites communales, elles empruntent les lignes de crête des montagnes environnantes et que c'est très compliqué d'en faire le tour à pied. Mais toutes ces expériences-là, comme le disait Noël, effectivement, m'ont amené à finalement arpenter le monde tel qu'il est. Et pas uniquement la nature, ce que je préférais, comme tout le monde, hein. Je voudrais ne marcher que dans des parcs naturels et dans des réserves préservées, mais je veux aussi découvrir le monde que j'ai en partage avec mes contemporains. Donc, s'il est fait en partie, et puisque j'ai traversé l'Europe, je peux en témoigner, il est fait en grande partie désormais de zones commerciales, de zones interlopes, de grandes routes qui recouvrent le sol d'asphalte, eh bien, je veux aussi connaître ces endroits-là. Je ne veux pas dire que je m'y plais, mais en revanche, ce qu'on perd en agrément, on le gagne en commodité. Par exemple, lorsque vous êtes dans une zone commerciale, certes, comme l'écrit Noël, c'est insupportable de ne pas avoir de trottoir et de sentir que tout appartient à la voiture, tout est fait pour la voiture. Mais en revanche, lorsqu'on veut s'arrêter pour boire un café ou eh bien, on a une multitude de propositions. Donc simplement, c'est un autre Olivier qui marche dans ces endroits-là. C'est pas celui qui court les montagnes.
Et oui, c'est celui d'une vie et d'un monde dans lequel un habitant sur deux est un citadin. Bah, c'est Donc, la vraie vie, en fait. oui. C'est le contraire du guide touristique, quoi. C'est vraiment la vraie vie. Et c'est gentil de le faire, je trouve, parce que nous, ça nous donne une information que, enfin moi, en ce qui me concerne, j'aurais pas le courage d'aller chercher. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la peur, Noël Bréham. Oui, la peur ou le dégoût ou oui, enfin la crainte et la peur, Mm. c'est la même chose. C'est agréable quand on ne se sent pas capable d'aller quelque part, que quelqu'un y aille à votre place et vous fasse un rapport. C'est le cas donc de ces récits d'Olivier Blaise sur ce tour de ville, ces tours des villes. Oui, parce que Olivier Blaise, ce que vous ne mentionnez pas, parce que là vous êtes très positif, mais c'est de dire que dans ces zones incertaines aussi, hein, de ville, vous n'avez pas toujours été vraiment ou bien reçu ou en totale sécurité, et que c'est aussi ça, hein, c'est le passage de la liberté, d'un plaisir partagé, d'une découverte, et puis l'instant d'après, d'être un petit peu dans un autre univers, mais être toujours dans cette quête d'un horizon et qui laisse place à l'imagination? Je pense que le mouvement est magique. Je le pense sincèrement. Alors, on a quantité de témoignages. Vous citiez quelques noms tout à l'heure de grands créateurs du passé qui ont trouvé dans la marche parfois des solutions très concrètes pour finir un texte, pour accoucher d'une idée, pour bâtir une œuvre. Et moi, je le vis au quotidien désormais, comme je suis dans ce petit village de la campagne et que j'ai vraiment la forêt à 4 enjambées. Chaque fois que ça coince généralement vers 14h, 15h. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un bon travailleur de l'après-midi. J'arrive plus à écrire à cette heure-là. Eh bien, je vais marcher et tout de suite, je deviens productif. Enfin, après 1 kilomètre, je commence sur mon téléphone portable encore, je m'en excuse, à noter quelques idées, quelques phrases. Ça prend forme et il y a une sorte d'atelier debout, d'atelier mobile, comme ça que je promène dans la campagne jusqu'à l'heure d'aller chercher ma fille à la crèche et vraiment ça fonctionne quoi et y compris enfin j'ai quantité d'exemples autour de moi que ce soit des dessinateurs, des écrivains, des musiciens qui face à la page blanche ou à la partition vide sont bloqués, vont marcher et ça se débloque. Donc le mouvement est magique et ça on l'éprouve aussi bien dans une zone commerciale ingrate Mmh. que dans le massif des écrins. Et oui, soit, marcher à proximité, de chez soi ou passer des caps, aller dans ces bouts du monde aussi, hein, que ce soit la pointe des Poulains sur, Belle-Île ou s'engager dans un tour du monde par étapes. Chacun y trouve forcément, ce qu'il est venu chercher et à ce stade justement de l'émission, mais je vous propose, d'écouter, un témoignage. C'est celui, laissé par le Québécois Jean Béliveau sur France Inter dans l'émission Partir avec, c'était le 7 octobre 2013. Je marchais, je commençais à marcher pour relever ma santé mentale et physique. J'ai même pas été voir un psychiatre, psychologue, je pensais même pas à ça, mais j'étais carrément dans une dépression. Mais ce qui me donnait de la joie, c'était ça, marcher, courir. À un moment donné, j'étais sur le pont Jacques-Cartier à Montréal, qui domine la ville, à courir comme ça, et puis je me suis dit, ça m'est arrivé, le trottoir m'appelait, le chemin m'appelait. C'est comme si ça me donnait une liberté. En combien de temps je peux rejoindre New York et pourquoi pas le Mexique et le reste du monde? Puis là, je pense que j'avais une bonne dose d'adrénaline. C'est à partir de là que ma dépression elle est finie. Fini. Là, j'avais un rêve. J'avais une poussière de rêve, une petite graine que j'avais plantée dans mon cœur, que je voulais garder pour la faire fleurir. Un petit secret que je disais pas à Luce, à ma famille, parce que c'était fou, tour du monde à pied. Ça me donnait théoriquement une dizaine d'années. Ça finit à 11 ans et 2 mois, là, hein, réellement. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Olivier Blaise, c'est un personnage, hein, ce Jean Béliveau, 11 ans et 2 mois, parti de chez lui sans revenir, hein, chez lui. Vous avez entrepris ce tour du monde par moment, par étape, c'est-à-dire, 1 mois ou, quelques semaines, chaque année. C'est être appelé, comme il dit, avoir un but, avoir un rêve et entreprendre, cette, je ne sais pas comment dire, une course autour du monde, mais c'est pas une course puisqu'il y a cette notion justement de prendre du temps et de ralentir. Alors je ne sais pas si c'est aussi construit que ça parce qu'il le dit bien dans son témoignage, Jean Béliveau,
Très souvent, le départ pour des projets de marche au long cours, et ça concerne aussi bien Bernard Olivier que lui, que d'autres, ça naît d'un moment difficile dans une vie, un deuil, une rupture, un problème personnel, une dépression grave, etc. Et on se met en chemin sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir dans quelle direction ni où. Et en chemin, d'une part, tout s'éclaire et d'autre part, le projet se construit. Ce que ne dit pas Jean Béliveau, c'est que j'ai lu son livre, il a marché 75 000 kilomètres en 11 ans. Bon, alors, chapeau bas. Et dans son livre, il dit très bien qu'il est parti un petit peu, il voulait descendre vers le sud, voilà. Et puis, à New York, il était toujours pas fixé, pourtant il marchait déjà depuis plusieurs mois. Il a appelé sa femme et il a dit, écoute, il faut que je trouve une cause à défendre, un but à suivre. Et c'est là que, d'une part, l'idée du tour du monde à pied et la cause, si je me rappelle bien, de euh, les enfants soldats, ont commencé de l'inspirer. C'est sa femme qui lui en a fait la suggestion. Donc ça, c'est très fréquent. Et rien n'est préparé, ou si c'est préparé, très souvent on sort des chemins qu'on a soi-même tracés. C'est ce qui m'est arrivé pour ce tour du monde à pied par étapes. Mmh. Moi, je suis un garçon organisé qui a la pratique de la montagne. Donc les premières étapes, ben, j'ai réservé des refuges, des gîtes ou des campings partout. J'envoyais des arts quand il fallait envoyer des arts. Et ça marchait jamais. C'est-à-dire au bout de 10 jours, j'étais en avant, j'étais en retard, j'arrivais à 23 heures en sueur dans un refuge qui s'apprêtait à fermer, où je m'étais trompé de montagne. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Donc, dès la deuxième étape, je dis, bah, je ne prépare rien. Nous avons la chance d'avoir un soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. Je vais marcher en direction du soleil levant. Et moyennant quelques cartes de temps en temps pour pas s'engager dans une vallée fermée, tout devrait bien se passer. Et le sentiment de liberté qu'on éprouve dès lors qu'on a fait ce choix-là, ne pas savoir le soir où on va dormir, être muni néanmoins d'une tente qui permet de l'ouvrir, que ça soit le long de l'autoroute ou dans un parc municipal, sur un stade ou en pleine forêt, c'est une respiration incroyable. Et c'est cette respiration-là qui m'a vraiment procuré le plus de bonheur. Encore faut-il pouvoir le faire, parce que certains pays sont plus accueillants, c'est-à-dire ont plus la culture de la marche que d'autres. Ah oui, alors Bernard Olivier, puisque j'en parlais, l'a vécu lorsqu'il est arrivé en Turquie, ça a été difficile. Lorsqu'il est arrivé en Chine, ça a été difficile. Est-ce que ça l'est pour tout le monde? Je ne sais pas. Et Enfin, vous êtes un Paul l'a rencontré garçon. en Ah, plus, en plus. en plus, en plus. Ça ne résout Alors, pas cela tout, mais dit, c'est un peu moins difficile. bien sûr, bien sûr. Mais je n'ai pas dit que tout le monde devrait se lancer dans un tour du monde à pied, hein. Je ne suis pas du tout prosélyte. Mais je sais que, par exemple, il y a une jeune femme qui animait, voici quelque temps, un site qui s'appelait Les Pieds Devant et qui est partie pour un tour du monde à pied. Différents coéquipiers, coéquipières l'ont rejointe et puis sont partis. Enfin, il y a un aspect Chapeau, hein, caravane comme ouais. ça qui est très fréquent également sur les projets au long cours. C'est difficile de maintenir la même idée, le même mode d'exécution et les mêmes partenaires sur des années et des années, Mm. comme Mais Jean l'a dit. on peut partager ces randonnées, hein, c'est ce que vous nous dites, Olivier Blaise. Moi, Euh, j'aime beaucoup ce qu'a dit Olivier Blas sur le fait justement de ne plus réserver ses refuges parce que ça correspondait pas forcément à ce qu'il était en train de vivre et à et à ses son journées de marche. rythme. Et cette liberté, par exemple, maintenant, si vous allez au cinéma, vous devez, avant, réserver votre place. À quelle place vous voulez être? Si vous connaissez pas la salle, alors vous êtes complètement perdu. Mais c'est-à-dire qu'il faut tout prévoir à l'avance. Il n'est pas question, si vous voulez aller au musée, il n'est pas question de vous pointer devant le musée d'Orsay et puis dire, tiens, il n'y a pas trop de monde, je vais y aller. Non, il faut réserver à l'avance votre place, à quelle heure, avec qui. Enfin, je ne parle que du cinéma et du musée, mais il y a des tas de choses comme ça. Il faut tout organiser à l'avance, payer, prévoir. Et là, d'avoir sa tente, c'est vrai que ça alourdit le sac, mais enfin, il y a quand même des tentes de 2 kilos. Et c'est extraordinaire. C'est la Et liberté. c'est la liberté. Et on C'est l'a, franchement, dans le monde moderne, je ne veux pas dire c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai d'abord. Et, Mais c'est ce que vous aimez d'ailleurs, c'était Noël dur. Bréham, cette liberté. Alors par contre, vous n'avez peut-être pas toujours le même rapport au partage des randonnées, parce qu'on a le sentiment, mais peut-être que je me trompe, hein, en lisant votre livre, que vous aimez bien quand même marcher un peu à la manière des loups, ce que vous dites, c'est-à-dire pas forcément dans un partage ou pas côte à côte, et que vous préférez la rencontre à d'autres vivants que J'aime bien marcher aux humains. seule. Oui, c'est ça. J'aime bien marcher seule. J'étais embêtée quand j'ai écrit ça. Je me suis dit, je vais me fâcher avec tous mes amis. En plus, j'ai dit que j'aimais pas les gens qui marchaient lentement. Mais oui, la solitude, mais la plénitude. Et oui, c'est difficile de dire ça parce que quand on dit qu'on aime marcher seul, on se dit elle aime personne, quoi. C'est pas vrai.
Mais je sais pas, la marche, c'est quand même un rythme. Et puis parfois, les gens, c'est un peu comme quand vous allez voir, je sais pas, vous allez voir encore une exposition et souvent les gens avec qui vous êtes, et ça part d'un bon sentiment, se sentent obligés de commenter. Et ben moi, ça me saoule, en fait. Ça me saoule ce qu'ils pensent de Rothko ou d'autres peintres. C'est beau, c'est pas beau, ça veut rien dire. C'est triste, c'est pas triste, ça veut rien dire. Enfin, j'ai envie de l'avoir chez moi ou pas, ça veut rien dire non plus. Donc, Donc les paysages, c'est les savourer, vous. oui, et Mmh. puis encore une fois, être à son rythme, ne pas entendre ce que les gens disent pour être agréable, hein, en fait. Mais moi, ça me saoule. Olivier Blaise, alors vous êtes un peu plus dans le partage parce qu'on comprend et nos auditeurs qui plongeront dans vos livres comprendront justement qui à un moment vous a rejoint et en même temps on perçoit que vous avez une totale liberté même quand vous vous compagnonnez avec d'autres et qu'il y a aussi certainement ce besoin de peu parler ou peu d'échanger. Mais vous avez aussi vécu d'autres moments, d'autres aventures ou en résidence d'écrivains qui vous ont fait découvrir la musique et vous avez choisi de partager un choix musical avec nous. France Culture, de Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Baby, you know that I love you, but you don't seem to care whether I'm here nor there. You treat me mean and keep me keen, just pulling me along on a string. You just keep stringing me along, you just keep stringing me along, and I would rather be strung along than ever see you at all. You're so mean to me, but I would rather be at your beck and call than ever hear from you at all. I know that I'm your type of gal. We could be together so naturally, but you so easily forget. I would be your pet if you would show me some loving and respect. You just keep stringing me along, and I would rather be strung along than ever see you at all. You're so mean to me, but I would rather be at your beck and call than ever hear from you at all. Olivier Blaise, allez, révélez-nous justement qui chante et pourquoi ce choix. Alors, eh bien, c'est une très jolie histoire de rencontre musicale où mes oreilles se sont régalées lors d'un festival de musique dans un jardin botanique d'ailleurs, à Wellington en Nouvelle-Zélande où j'étais en résidence d'écrivain. Tout à fait par hasard, je me suis trouvé là. Tout à fait par hasard était programmé ce groupe, le Woodshed Sessions. Enfin, ça c'est le titre de l'album. C'est un regroupement en fait, j'ai bien compris, d'artistes de différents horizons, tous néo-zélandais. Et j'ai trouvé cette musique délicieuse. J'ai réussi à me procurer l'album, ce qui n'était pas si simple parce que je ne crois pas qu'ils aient fait de carrière internationale. Et depuis, je l'écoute régulièrement. Il m'accompagne, pas tout à fait au quotidien, mais en tout cas, je l'écoute souvent. Et le titre de la chanson? Vous allez me le dire parce que je ne l'ai plus en tête. Stringing Me Along. Voilà.
Eh bien, c'est un très joli choix et c'est la suite de Cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et nous poursuivons notre émission Regard croisé entre deux écrivains marcheurs, marcheurs à côté de chez eux ou au bout du monde. Noël Bréham, ancienne animatrice de télévision et de radio, auteur du livre Tête en l'air et Pieds sur terre, un livre paru aux éditions de la Salamandre, et Olivier Blaise, écrivain, marcheur, scénariste multimédia et surtout auteur, avec une quarantaine quasiment de livres commis, mais auteur notamment du Manifeste de la marche, paru chez Litis, La leçon du brin d'herbe, édité à la Salamandre, et puis L'art de la marche, paru chez Albin Michel. Un soir, j'ai attendu un ours qui approche. L'ours rentre dans ma luge et puis il tire la luge en fait vers la tente et puis s'asseoir presque sur la tente et à la moitié sur moi. Je pouvais bouger mon coude et puis avec mon coude, j'ai réveillé Borghi. J'ai dit Borghi, réveille-toi, il y a un ours dans ma luge. Et puis Borghi s'est réveillé, il dit mais pourquoi tu me réveilles? L'ours il est dans ta luge, laisse-moi dormir. Et puis là je dis mais donne-moi des fusées éclairantes. Et puis là il me donne des fusées éclairantes, j'ouvre, je tire un coup dans la direction de l'ours et là l'ours part. Olivier Blaise, cette voix, est-ce que vous l'avez reconnue? Je suppose que c'est Mike Horn. Exactement. Il donnait son témoignage, son récit dans une émission sur France Inter, l'émission Passeport pour l'aventure. C'était le 15 août 2019. Un modèle pour vous? Alors, il est bien au-dessus en termes d'engagement physique et de capacité, mais ça a été des lectures ravissantes. Peut-être mes premières lectures d'aventure, enfin en tout cas, elles étaient coïncidentes avec le départ de mon tour du monde à pied, et c'était une sorte de figure tutélaire. On en riait avec mes coéquipiers de l'époque, parce que qu'est-ce qu'aurait pensé Mike Horn de cette situation? Est-ce que vraiment la pluie est si forte, le froid est si mordant qu'on le pense? Qu'est-ce que Mike Horn aurait fait? Enfin, on s'est beaucoup amusé avec ça. Oui, c'est un géant de l'aventure et insurpassable. Et alors, il parle de l'ours qui vous a toujours obsédé, on peut dire, ou pas? Oh, je ne sais pas s'il m'a obsédé, mais disons, j'ai deux peurs, l'une qui est objective et l'autre qui est en partie fantasmée. La peur objective, c'est celle des voitures, parce que sur ce tour du monde à pied, on a beaucoup suivi des axes de circulation. Et lorsqu'on se trouve sur une petite route de montagne coupée de tunnels, sans aucun trottoir ni visibilité, partant de brouillard la nuit, et que des voitures arrivent dans tous les sens, et que malgré tout, il faut avancer parce que c'est la seule route qui vous permet d'atteindre le col qui est votre objectif du jour. Là, vraiment, j'ai eu des frayeurs. Mon cœur s'est décroché plus d'une fois. J'ai beaucoup d'anecdotes automobiles, mais heureusement, il ne m'est jamais rien arrivé. Et la peur fantasmée, c'est effectivement celle de l'ours, parce que là, je rentre avec ma compagne Julie d'un voyage de 3 mois en Californie, qui est un autre projet de marche, la marche aux étoiles. Lors de la Californie, concentre la plus grande population d'ours des États-Unis hors Alaska. Donc, c'est près de 30-35 000 spécimens. Ce ne sont pas des grizzlies, ce sont des ours noirs, mais malgré tout. Et à chaque pas, vous avez des panneaux qui vous avertissent de la présence possible d'ours, et vous avez des rangers ou d'autres marcheurs qui font courir le bruit et c'est presque le pire, quoi. Moi, j'ai le souvenir d'une nuit, donc que j'ai vécu il y a seulement quelques mois, où une ranger est venue à ma rencontre au milieu de la montagne. Ça faisait 15 jours que j'étais tout seul avec mon sac à dos, à avoir peur des ours, et elle me dit attention, dans le canyon en contrebas, des ours rôdent, ne campez surtout pas là. Et il était 19h, il fallait que je plante ma tente, donc j'ai dû camper là. Et enfin bref, faudrait que je vous le raconte en détail, mais oui, pour moi c'est une peur qui est sans doute irraisonnée. Il y a beaucoup d'arguments contre, mais qui malgré tout m'habitent et que j'ai toujours pas apprivoisé. Et des ours en Slovénie aussi, mais que vous n'avez pas vus, mais qui vous ont vraiment paralysé mentalement, on peut dire, ou en tout cas poursuivi mentalement. Il y a toutes ces histoires que vous nous racontez dans vos livres, bien sûr, pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus. Euh, Concrètement, quelles sont les plus belles prouesses peut-être de la nature non vivante, hein, parce que nous en faisons partie, le vivant humain et le vivant non humain, donc de la nature que vous avez vue, Olivier Blaise?
Alors, on parle beaucoup de la faune, de la flore lorsqu'on vante la beauté de la nature, avec raison, mais on oublie souvent le règne minéral. Et moi, j'ai une dilection, peut-être un peu passée de mode, parce que j'entends rarement parler, pour la minéralogie, les pierres. Et il se trouve que la Californie, ce qu'ignorent parfois les Français, d'une part, est habitée de montagnes très hautes, hein. C'est là qu'il y a le point culminant des États-Unis hors Alaska, le mont Whitney, que j'ai gravi à 4 400 mètres. L'altitude moyenne en Californie, c'est 900 mètres, donc on est quelque part dans un état montagneux. Et surtout, c'est le paradis des géologues. Vous avez des qualités de minéraux exceptionnelles. Donc, comme j'avais du temps et que j'avais choisi, fidèle à ma règle personnelle de ne pas m'encombrer d'un itinéraire ni d'un parcours trop fléché, eh bien, j'ai passé du temps sur des forums de géologues qui, de temps en temps, si on les apprivoise avec des arguments, finissent par vous lâcher les coordonnées GPS d'un site où on trouve telle ou telle jolie pierre. Et lorsque j'étais notamment à Ridgecrest, dans le sud de la Californie, je suis allé sur ces sites-là et j'ai vu des pierres parfois communes, d'autres fois fantastiques. Et j'ai vu surtout un paysage qui était, on aurait dit, un jardin envahi par les taupes, parce qu'il y avait partout des traces d'excavation par des chercheurs d'or le plus souvent, ou parfois par des géologues amateurs qui, à différentes époques, ont essayé de déterrer des cristaux. Donc, moi, j'aimerais, voilà, célébrer la beauté des pierres dont on parle trop peu souvent. Eh oui. Et je sais que vous célébrez aussi le brin d'herbe qui en plein désert, parvient à se relever des épreuves. Noël Bréham, de votre côté, hein, une prouesse peut-être de la nature que vous gardez en tête? Comme Olivier, hein, je trouve que le brin d'herbe, il se débrouille bien quand même, hein. Le brin d'herbe du désert, le brin d'herbe des villes, le brin d'herbe et puis alors les pierres, c'est drôle parce que la semaine dernière, j'étais en Savoie et chez les amis qui gentiment m'accueillaient, il y avait un livre sur les chercheurs de pierres, donc je sais pas quand ça se passait, 19e, 20e, peut-être début 20e, tout simplement en Savoie, dans les montagnes de Savoie. C'est là, j'étais à Rèche-Beaufort, qui est donc au-dessus d'Albertville, on va dire. Et des guides de haute montagne ont cherché et trouvé des pierres, de l'or et des pierres, des quartz, mais magnifiques. J'ai vu les photos. Donc, quand même assez près. C'est pas la peine d'aller à Diamantine dans le Minas Gerais. Et il y a des pierres. Enfin, on peut y aller aussi, mais il y a des pierres en France. Et puis, vous savez que les pierres, elles sont belles, comme le dit Olivier Blaise, mais enfin moi, en tout cas, j'y crois. Elles émettent une énergie. Et certaines peuvent apporter des bienfaits. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire dans la nature. Et tous les soirs, je pense à quelque chose, surtout là, avec les jours qui rallongent, quand je vois le coucher de soleil, mais ça vaut aussi le matin quand c'est rose, je me dis, mais ces aurores boréales vertes, si finalement on voyait une aurore boréale tous les soirs, et si on nous disait, tu sais, au bout du monde, là-haut, au pôle Nord, il y a des cieux qui le soir sont roses, on serait comme des fous pour aller là-bas et le voir. En fait, c'est quand même la rareté qui fait le plaisir. Parce que moi, j'en ai jamais vu en vrai, hein, d'aurore boréale. Mais j'en verrais tous les soirs, je serais comme une dingue pour voir un ciel rose. Alors, il y a aussi ces petits miracles ou ces prouesses auxquels on ne pense pas forcément. Écoutez cet extrait de l'émission Histoire de plantes avec Jean-Marie Pelt. Oh. C'était le 26 mars 1986 sur France Inter. Ce sont des plantes que j'aime beaucoup, les lichens, figurez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une plante pionnière. Exact. Elle va où les autres ne vont pas. Elle est courageuse. Elle y va la première. En plus, c'est une plante amoureuse, puisqu'elle résulte de l'amour d'une algue et d'un champignon, ouais. ce qui est très beau. L'idée du lichen, c'est vraiment ça, c'est l'union fait la force. C'est pourquoi ce sont des plantes sympathiques. Et il y a une autre raison, c'est parce que les lichens, c'est somptueux. C'est très très beau. Si vous regardez des lichens avec une loupe très grossissante, vous voyez un spectacle époustouflant. Noël Bréham. Mais comment vous avez trouvé ça? Ah, les trésors de Lina. Ah, c'est génial, Jean-Marie Pelt et ses lichens. Il était fou de lichens, mais il a raison, hein. Et à l'époque, vous ne le compreniez pas vraiment, hein. Ça m'exaspérait, parce que le pauvre... Cela dit, on s'exaspérait beaucoup, on se disputait. Franchement, je pense qu'on s'aimait profondément. Mais on a été très vite comme un vieux couple.
Et lui, il faisait beaucoup d'autres choses. Il habitait à Metz. Donc, il voulait enregistrer, lui, un trimestre à l'avance. Et moi, je disais, non, ça marche pas, Jean-Marie, quand même. On peut enregistrer un petit peu. Je suis contente d'être en direct, là, ce soir, avec vous. Mais il était passionnant, passionné et passionnant. Et il a raison, parce que maintenant que je suis plus âgée, d'abord, où qu'il soit, Jean-Marie, bonjour, si tu nous entends. Et, Et les lichens, eh oui. et les lichens, c'est-à-dire que c'est vraiment une plante, mais qui pousse sur rien. Vous allez voir un rocher, un mur, mais il n'y a rien, il n'y a pas de terre, il n'y a rien de chez rien. Et qui joue un rôle. Qui joue un rôle, qui est belle, il a raison, c'est somptueux comme couleur. Et puis elle est là, cette plante. Et vraiment, ça me fait plaisir d'avoir entendu Jean-Marie Pelt. Olivier Blaise, vous aspirez à vivre une ère plus équitable, hein, vous le dites dans vos livres, entre toutes les formes de vie sur Terre, puisqu'on parle quand même de ces prouesses, de ces merveilles du vivant, ce qui suppose un rééquilibrage entre le statut de ces deux mondes, c'est-à-dire ces deux mondes vivants, humains et non humains. Et alors vous écrivez que vous avez la triste mais ferme conviction que l'homme y sera forcé s'il n'y consent pas lui-même. Vous pensez à quoi ? Oh bah, il y a une multitude de façons de répondre à votre question. Moi, j'ai l'impression que la façon dont évoluent nos civilisations, c'est pas vers le bien, c'est pas vers le mieux. Il y a beaucoup de personnes de bonne volonté qui font des efforts sincères pour que les choses s'améliorent, pour que la nature souffle un peu, pour que les technologies ralentissent. Mais d'une part, ces gens-là ne sont pas assez nombreux et surtout, je trouve que de façon, pour être synthétique, l'effort de destruction est beaucoup plus efficace et rapide que l'effort de construction. Et si on poursuit à ce rythme-là, je donne pas cher de notre espèce ni de notre monde humain, en tout cas, de nos sociétés, disons, dans quelques siècles, oui, c'est certain. J'ai pas envie d'être Cassandre et de faire entendre voilà ce discours un peu décliniste. Je pense que je reste assez optimiste et je pense que la nature a toujours beaucoup d'inventions, y compris la part de nature que nous avons en nous. Et il y a une issue, sans doute qu'on n'imagine pas, qu'on ne perçoit pas, mais qui existe et qu'on finira par emprunter peut-être in extremis. Donc il appartient, je ne veux pas me défausser sur elle, mais il appartient sans doute aux générations à venir de trouver cette issue, de la dégager et puis hop, de l'emprunter. Mais ce qui est certain, c'est quand je parlais de rééquilibrage, c'est que par exemple, je vois à travers ma petite lorgnette littéraire d'auteur, tous les romans qui parlent de l'homme, on est encore dans une tradition humaniste qui a donné des chefs-d'œuvre dans tous les arts, mais je lis pas beaucoup finalement de textes, ni les miens d'ailleurs, qui à la première personne évoquent une plante, un animal. Qui donne vraiment une voix et une voix importante, des livres qui se vendent, dont on parle, à l'ensemble du vivant, quoi. Et j'attends cela. Je donne quelques exemples quasi humoristiques dans mon livre. Le jour où, par exemple, une colonie de fougères pourra faire l'objet, sa vie au quotidien et son destin et comment elle a affronté tel hiver trop rigoureux ou tel été trop sec, pourra faire un best-seller qui sera lu par une large population. Voilà, j'attends ce jour-là. On ne dévoilera pas tout. En tout cas, vous restez avec nous parce qu'il est l'heure de retrouver l'œil du Monde Planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Jean-Baptiste Chastan, correspondant du quotidien Le Monde en Europe centrale, pour parler des ours, pris pour cible en Slovaquie dans une véritable guerre des ours, un sujet politiquement brûlant. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Aurélie. Vous avez peut-être vu les vidéos publiées sur les réseaux sociaux le 17 mars dernier depuis Liptovský Mikuláš, une petite ville du centre de la Slovaquie. On y voit un ours courir dans tous les sens au milieu d'habitants paniqués. Cette attaque extrêmement rare a fait en tout 5 blessés, mais surtout elle a relancé ce qu'il faut bien appeler une véritable guerre de l'ours en Slovaquie. Longtemps, là-bas, ours et humains ont vécu une cohabitation pacifique dans les montagnes du massif des Tatras, mais depuis la mort d'un promeneur en 2021 qui a été tué par un ours, le débat sur leur niveau de protection est devenu électrique. L'extrême droite slovaque a fait ainsi campagne depuis des mois pour autoriser les abattages par les chasseurs,
Mais jusqu'ici, c'est interdit, comme les ours sont une espèce strictement protégée au niveau européen. Seuls les animaux jugés dangereux peuvent être neutralisés par des patrouilles de l'Office de la nature. Mais justement, depuis octobre 2023, l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Slovaquie et elle compte visiblement changer les choses. Oui, dans le nouveau gouvernement, l'extrême droite s'est emparée du ministère de l'Environnement. Et depuis, à ce poste, elle mène des purges en licenciant des dizaines de fonctionnaires, à commencer par ceux qui sont jugés trop protecteurs ou trop tendres avec les ours. Le ministre de l'Environnement, Thomas Taraba, m'a dit à leur sujet qu'ils étaient des idéologues qui étaient contre tout. En parallèle, son parti, qui est très proche du lobby des chasseurs, a présenté un projet de loi il y a 2 semaines pour permettre à n'importe qui de tirer sur des ours dès qu'ils franchiraient une limite de 500 mètres autour des zones habitées. La plupart des experts jugent que c'est contraire au droit européen, mais le ministre estime que c'est la seule solution pour éviter ce qu'il appelle une apocalypse. Mais Jean-Baptiste, le problème des ours est-il réel ? Plusieurs pays d'Europe, notamment à l'Est, en Slovénie, Slovaquie, Roumanie, assurent que le nombre d'ours augmente trop rapidement sur leur territoire et ils demandent à Bruxelles d'assouplir la protection de l'ours, comme cela a été annoncé pour le loup par la présidente de la Commission. Mais en Slovaquie, selon la dernière étude qui est disponible, qui date de 2023, le nombre d'ours est resté stable, autour de 1100 individus. Beaucoup de Slovaques accusent d'ailleurs l'extrême droite d'utiliser le sujet pour faire peur à la population. Un député du parti, qui est fan de chasse, aime d'ailleurs comparer l'ours à une arme biologique envoyée par Bruxelles pour détruire les campagnes slovaques. Les ONG, elles dénoncent toute cette rhétorique complotiste, mais il faut dire que leurs arguments pour une régulation en douceur ont de plus en plus de mal à se faire entendre depuis l'attaque de la petite ville de Liptovský. Merci Jean-Baptiste Chastain. Merci Aurélie. Et votre article intitulé « En Slovaquie, l'extrême droite sur le sentier de la guerre des ours » est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur lemonde.fr. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Olivier Blaise, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Il y aurait tellement de choses à partager avec vous, puisque vous mentionnez dans vos livres aussi que le marcheur, est-ce qu'il peut être rêveur et lucide, poète et réaliste ? Je ne sais pas si vous avez toujours la réponse. En tout cas, vous précisez aussi que la marche dans la nature opère des conversions écologiques. Est-ce que c'est un espoir pour vous ? Oui, absolument. J'invite. C'est facile d'inviter les gens à marcher, plus facile que les inviter à traverser l'Atlantique à la voile. Donc, chaussez vos souliers, vos tennis, ou même au contraire, enlevez vos chaussettes et partez pieds nus. Faites quelques tours de quartier, quelques tours de parc, ou franchissez les Pyrénées. Et il y a de très bonnes chances que votre vie soit transformée. Moi, j'y crois. Et surtout, la sensibilité à la nature s'éveillera chez chacun de vous, ceux qui ne l'ont pas encore. Donc c'est une invitation très simple, mais de bon cœur. Et l'envie intacte de repartir, Olivier Blaise ? Oh, elle est toujours là. Je médite une traversée de l'Italie à pied, du nord au sud, et puis on voudrait revenir en Californie, peut-être au Japon, en Nouvelle-Zélande surtout, qui est pour moi une sorte de pays d'élection. Donc les projets ne manquent pas. Bon, mais donc, vous ne nous dévoilerez peut-être pas tout, mais on vous suivra sur le site. Noël Bréham, peut-être ce dernier mot de la fin. Je vais raisonner au propos d'Olivier Blaise. Oui, marcher. Et en fait, marcher, on n'a pas toujours envie. Parfois, il fait froid, il pleut, il faut autre chose. Même quand on n'en a pas envie, on est toujours content. On n'a pas forcément envie de sortir. Et ce n'est jamais arrivé de ma vie, je ne connais personne qui me dit « je regrette d'être allé marcher ». On ne regrette jamais, même quand parfois il faut se pousser un peu. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un chien, pour ceux qui ont un peu du mal à votre sortir. cas. Il est mort, il a eu le mauvais goût de mourir. C'est le seul problème des chiens, c'est le seul reproche que je leur ferais, c'est leur durée de vie. Si on pouvait Est-ce qu'on peut leur reprocher, Noël Bréham ? En tout cas, merci à tous les deux. Merci Noël Bréham. Je rappelle le titre de votre livre, Tête en l'air et pieds sur terre, paru aux éditions de la Salamandre. Olivier Blaise, on peut citer le manifeste de la marche, paru chez Elitis, La leçon du brin d'herbe, édité à la Salamandre, et puis L'art de la marche, paru chez Albin Michel. Et j'en profite aussi pour vous signaler une belle initiative, celle des sacoches du climat, une tournée itinérante à vélo menée par de
de jeunes chercheurs avec des interventions prévues dans des écoles et puis aussi des conférences en public à suivre donc. Mais toutes les informations, la biographie, les liens vous attendent bien sûr comme d'habitude sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast, réécoute à loisir et à déguster. Et puis comme le disait Goethe, c'est pour savoir où je vais que je marche.